Bonsoir à tous, très heureux de vous voir tous et toutes parmi nous. C'est un grand plaisir de vous accueillir tous au Musée d'Art Moderne de Paris. Je suis Morad Montazami, co-commissaire de l'exposition Présence arabe, Art moderne et décolonisation, Paris 1908-1988. Donc une exposition qui a ouvert au début du mois d'avril et qui continue jusqu'à la fin du mois d'août. J'ai à côté de moi les deux autres co-commissaires de cette exposition. À ma gauche, Odile Burlureau, qui est une conservatrice et une commissaire d'exposition du Musée d'Art moderne de Paris et qui est investie depuis de longues années aussi dans la reconnaissance des scènes artistiques arabes, africaines et asiatiques au Musée d'Art moderne, puisque nous avions déjà collaboré à l'époque en 2014 autour d'une exposition sur la modernité iranienne, une exposition qui s'appelait Unedited History. Et donc, il y a toute une histoire des expositions aussi de ces scènes arabes, africaines et asiatiques qu'on doit à Odile Burlureau en France et ailleurs, parce qu'elle a aussi mis en place des projets collaboratifs entre la France et l'Afrique. Et à ma droite, Madeleine de Colnay, qui est ma grande collègue de Zaman Books and Curating, qui est donc notre plateforme éditoriale et curatoriale qui se préoccupe de l'histoire et de la préservation des archives et de l'histoire des modernités des pays du Sud, notamment modernité arabe, africaine et asiatique. Et donc, c'est grâce aux recherches de Madeleine et à tout le travail qu'elle peut fournir aussi bien sur nos livres que nos expositions que Zaman Books and Curating, donc cette plateforme qu'on a développée pour collaborer avec différents musées, a pu se développer aussi bien. Et je suis vraiment très, très content de pouvoir rendre un hommage à mes deux co-commissaires ici présentes, sans qui cette exposition effectivement très dense, très riche dans son matériau historique, n'aurait pas pu voir le jour. Ça aurait été vraiment totalement impossible sans la réunion de nos forces et de cette énergie qu'on a pu mettre en œuvre. Alors, je proposais une toute petite introduction avant d'accueillir les intervenants principaux de cette séance, qui sont les acteurs principaux de cette soirée. Mais je voulais quand même nous présenter à vous en tant que commissaire de l'exposition avant d'accueillir les intervenants et peut-être dire quelques mots rapidement avant de passer la parole à mes collègues, notamment sur fond de cette cartographie numérique du Paris arabe, cartographier Paris capitale arabe, qui est un dispositif numérique que vous découvrez à la fin de l'exposition. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà visité l'exposition et donc ils ont peut-être remarqué ce dispositif de carte numérique qui synthétise toutes les données qui sont dans l'exposition sous forme de carte. On peut cliquer sur tous les lieux de Paris pour retrouver les lieux de formation, les lieux d'exposition, et les différentes géographies parisiennes de ces trajectoires arabes, qui est un outil qui a vocation à aller au-delà de l'exposition, comme une sorte de work in progress qui pourrait être continué par d'autres chercheurs, puisque même si on a 140 artistes dans l'exposition, malheureusement, on a dû faire beaucoup de sacrifices, et Dieu sait qu'une exposition sur les modernités arabes à Paris pourrait facilement contenir 1000 à 2000, voire à 3000 artistes, mais forcément, le choix a été très difficile pour nous, même avec 140 artistes, et donc c'est pour ça que ce dispositif, de toute façon, est un dispositif qui a vocation à se prolonger au-delà de l'exposition, et on espère que cette carte numérique pourra être le catalyseur de toutes ces recherches futures. Je voulais aussi dire que notre ambition intellectuelle et artistique, qui était de montrer peut-être l'ambivalence de Paris au XXe siècle, c'est-à-dire ce Paris à la fois colonial et anticolonial, capitale d'un empire qui oppresse des populations à travers le monde africain, asiatique et arabe, et à la fois paradoxalement qui va constituer une porte d'entrée pour la visibilité ou pour la renommée de certains de ces artistes. Mais paradoxalement, il y a aussi beaucoup d'artistes malheureusement qui ont connu plutôt la marginalisation et plutôt une forme d'ostracisme aussi en venant à Paris malgré tout. Donc cette ambivalence et ce double visage de Paris, je pense que la plupart des visiteurs l'ont senti.
et que c'est aussi le mérite du musée d'art moderne de la ville de Paris d'être capable de se retourner vers sa propre histoire d'une manière critique. Et ça, je laisserai Odile en parler. Je voulais aussi dire qu'il y avait un enjeu qui était celui du cosmopolitisme du monde arabe et de montrer que les soi-disant communautés juives, communautés musulmanes n'étaient même pas en cohabitation ou en coexistence, mais étaient un seul et même peuple, et que s'il y a eu un facteur de division de ce peuple entre ce qu'on a appelé les juifs et les musulmans, c'est d'abord, je pense, la colonisation qui a fait œuvre de cette séparation et en quelque sorte divisé pour mieux régner. Donc ce ne sont pas des problèmes dits d'islamisation dont découle ce schisme auquel on est encore soumis aujourd'hui. On parle d'un seul et même peuple qui peut être juif, qui peut être musulman, qui peut être chrétien, mais qui était ce peuple du monde arabe cosmopolite et évidemment qui a été désuni par des guerres, par des conflits et surtout par le dispositif colonial occidental. Et puis, voilà, je donne la parole à Odile pour la voix du musée. Et puis... Moi, je parle donc au nom du musée. Comme Morad l'a un peu dit, c'est un travail de recherche de longue haleine. Nous avons décidé de faire cette exposition en 2020 et donc nous avons les uns et les autres exploré beaucoup d'archives. Nous avons fait des missions pour rencontrer des personnes. Nous avons consulté des dossiers parfois qui étaient très poussiéreux et aussi ceux du musée, parce que si vous visitez l'exposition, vous pouvez vous rendre compte à quel point l'histoire de cette institution est liée à l'histoire de la visibilité, de la monstration, de la collection d'artistes du monde arabe. Et donc nous avons reconnu dans notre histoire institutionnelle beaucoup de moments importants. Déjà, la construction du musée se fait en 1937, c'est l'exposition universelle des arts et métiers, donc c'est un moment important puisque, par exemple, c'est la première fois que l'Égypte présente un pavillon avec des artistes majeurs qui restent dans l'histoire de l'art moderne égyptien comme fondamentaux, et donc nous les montrons ici. Et ensuite, il y a d'autres moments parce que le musée était un lieu d'accueil de différentes biennales, de salons, comme le Salon des réalités nouvelles, qui est un salon qui présentait des artistes abstraits et donc qui se tenait au musée tous les ans, et un grand nombre d'artistes, à la fois libanais, mais aussi d'autres pays, figuraient dans ces salons, et ça a donné lieu à des acquisitions. Ensuite, à partir de 1959, c'est la Biennale de Paris, la Biennale des jeunes artistes, qui se tient aussi dans ces murs ici, et qui, à la demande d'André Malraux, a une ambition d'être une très grande biennale qui accueille l'art contemporain de l'époque. Et donc, c'est encore un moment crucial tous les 2 ans qui se passe ici dans ces murs. Et puis, le Salon de la jeune peinture, qui est un salon beaucoup plus contestataire, beaucoup plus militant, avec des collectifs qui se créent, entre autres à l'initiative de Claude Lazare, et qui vont donc œuvrer à intégrer des artistes et aussi des œuvres très importantes. Et je citerai également un organe un peu moins connu qui s'appelle le Musée des enfants, qui avait été créé à l'initiative d'un conservateur qui a été fondamental pour ce musée, c'est Pierre Gaudibert. On avait récemment fait un colloque à son sujet avec l'Institut national de l'histoire de l'art pour montrer à quel point sa personnalité très engagée, très militante, a compté dans l'art des années 60, 70 et encore plus, pour la reconnaissance notamment des arts d'Afrique du Nord, mais aussi d'Afrique noire, et puis de bien d'autres régions d'Amérique latine, par exemple. Donc Pierre Gaudibert, il a initié ce musée des enfants, dirigé par Catherine Hubert, qui a été un lieu où on a eu le souci de parler de l'immigration, de parler de l'enfance de l'immigration et de montrer des artistes issus du monde arabe. Un autre directeur de musée, Jacques Lassaigne, a été également crucial parce qu'il a invité à plusieurs reprises des artistes du monde arabe, notamment une exposition qui s'appelait Art irakien aujourd'hui en 1976, qui a été très importante, puisque un grand nombre d'artistes que nous avons dans l'exposition aujourd'hui figuraient à cette époque dans l'exposition. Voilà, je voudrais dire aussi qu'on avait fait des acquisitions à plusieurs reprises à travers tous ces moments dont je viens de parler, et on est très heureux de montrer ces œuvres puisqu'elles sont rarement présentées dans nos murs. Donc c'est aussi un moment de redécouverte de cette collection, et c'est d'ailleurs aussi le cas pour beaucoup d'œuvres de collections publiques qui sont montrées, qui ne sortent que trop rarement de leurs réserves. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je pense que le musée est heureux de ce travail sur sa propre histoire. Moi,
Je tenais juste à rappeler comment cette exposition s'était construite. C'est vrai qu'on s'est beaucoup associé à des chercheurs indépendants qui nous ont permis, par leur connaissance, de construire ce parcours. Pour beaucoup, certains visiteurs découvrent, ne connaissent pas, et en fait, c'est vrai qu'autour et avec nous, à travers la plateforme Zaman Books and Creating, on est en lien avec ces chercheurs qui nous ont permis aussi de rendre encore plus riche cette exposition. Également, comme le disait Odile, c'est un travail important qui a été fait dans les archives françaises, en fait, les archives d'Aix-en-Provence, les archives de l'IMEC, les archives de la BNF, qui permettent de parler de cette histoire, comme le dit l'exposition, une histoire partagée. Et cette histoire partagée, ce qui est aussi intéressant, c'est de comprendre qu'elle s'écrit à l'échelle de l'humain. C'est-à-dire que c'est beaucoup, et avec beaucoup d'entre vous ce soir, qu'on a partagé des moments où vous nous avez raconté, où la famille d'artistes, les détenteurs d'archives nous ont aussi raconté cette histoire, hein. Et tout comme ce soir, on va également pouvoir écouter encore une parole de Farouk Manambe et de Fouad El Khoury, qui va encore et encore continuer à nourrir cette histoire qui s'écrit et qui continue à s'écrire. Je vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup à mes collègues co-commissaires. Je vais appeler la première intervenante de cette soirée, qui est Joumana Aliassiri, que je vais vous présenter très brièvement, parce que vous pouvez trouver évidemment beaucoup de choses sur nos invités et nos intervenants en ligne. Joumana, en fait, est une protagoniste culturelle, curatrice, chercheuse. Joumana, qui est assise à côté de moi, que je salue, que je remercie parce qu'elle fait partie des autrices du catalogue de l'exposition, puisque vous vous souvenez peut-être que le dernier chapitre de l'exposition s'inspire du poème de Etel Adnan qui s'appelle « L'Apocalypse arabe ». Et il se trouve que Joumana est une des rares personnes, il y en a quelques autres, bien sûr, c'est pas la seule, mais qui en tout cas de notre génération et dont le travail m'a vraiment frappé sur l'analyse du poème de Etel, qui est un poème quand même assez impénétrable par certains aspects, un poème aussi très choral, très jouissif, très percutant, mais aussi assez parfois insaisissable. Et donc elle va nous en parler ce soir. Donc je disais que Joumana était aussi extrêmement active à travers les scènes artistiques françaises et syriennes, et qu'elle a organisé aussi bien des expositions que des programmes de cinéma, que des programmes de recherche, des projections, des tables rondes avec des artistes syriens, libanais, mais aussi des artistes citoyens du monde comme elle. Et donc, je t'en prie, je te donne pas la parole parce que je vais d'abord te poser une question. Oui. Et du coup, on se plonge déjà avec toi dans cet objet, cette espèce d'objet fulgurant qui est l'Apocalypse arabe de Etel Adnan. Il se trouve que ça n'est pas forcément le poème le plus connu de Etel, et pourtant, c'est peut-être son poème qui a eu le plus de vie, qui a été édité en français en 1980 aux éditions Papyrus pour sa première édition, mais qui reste assez obscur. Je dois dire que moi-même, je n'ai pas trouvé d'une édition originale de cette première édition française aux éditions Papyrus en 1980, mais qui a été assez rapidement réédité et traduit en anglais par Simone Fattal avec la maison d'édition Post-Apollo Press, et qui a été aussi traduit en arabe, comme vous pouvez voir ici, qui a été réédité aux éditions de l'Harmattan. D'ailleurs, tu pourras peut-être nous dire un mot sur la forme de cet objet, de ce livre poétique qui a une forme particulière et qui est aussi un objet artistique, graphique, visuel. Tu me disais toi-même au téléphone, l'Apocalypse arabe ne se lit pas seulement, mais elle se regarde également. Et il y a une dernière réédition, mais en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres rééditions que celle que je montre ici rapidement. Donc, il y a une réédition actuelle de la galerie Lelon, qui est une très belle réédition qui permet vraiment de se plonger dans le poème. Donc, peut-être la première question que je pourrais te poser pour lancer la discussion et t'entendre sur ce poème de Etel Adnan, c'est effectivement déjà juste effectivement la genèse par rapport à ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la genèse de ce poème, sur sa place dans l'œuvre de Etel, et aussi sur ce côté un peu mouvant d'un espèce de poème qui se réédite d'une édition à l'autre et qui pourtant n'est pas son poème le plus connu.
Bonsoir tout le monde. Donc, merci Mourad, et très contente d'être avec vous ce soir. Alors, on peut dire beaucoup, beaucoup de choses sur l'Apocalypse arabe, une œuvre hermétique impénétrable, mais pas tant que ça aussi. Alors, je vais répondre déjà à la question de la forme du livre que j'ai ici pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Le livre est rectangulaire parce qu'elle a écrit le texte sur un carnet de dessin. Et le livre donc a gardé la forme du carnet et le manuscrit, le texte original, il est en Californie, dans les archives d'Etel Adnan et de Simone Fattal qui sont maintenant à l'université de Berkeley. Après, pour la genèse de l'œuvre, en fait, moi, de mon point de vue, il fait partie d'une trilogie, de ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une trilogie qui a commencé par un premier poème qui s'appelle J'ai bu, écrit en 1967 après la guerre, donc la guerre du 6 juin 1967 et la perte de la ville de Jérusalem. Donc j'ai bu, c'est un des premiers noms de la ville de Jérusalem, et c'est un premier long poème où Etel Adnan expérimente avec le ton et le style des traditions juives et chrétiennes du livre des Révélations. Et après, il y a un deuxième long poème qui s'appelle l'Express Beyrouth, l'Express Beyrouth Enfer avec une flèche. C'est un poème qui a été écrit en 1970 après la mort de Jamal Abdel Nasser et de ce qu'on appelle le Septembre noir en Jordanie, donc un massacre, des massacres dans les camps de réfugiés palestiniens en Jordanie. Et donc on arrive à l'Apocalypse arabe. Donc pareil, ce texte aussi puise dans cette tradition-là, dans ce ton-là de la révélation. Et en effet, c'est une révélation parce que quelques années après, on va arriver à la guerre civile au Liban. Donc cette flèche, elle annonçait vraiment cet enfer à venir. Et l'Apocalypse arabe est vraiment le poème du début de la guerre civile, parce qu'elle a commencé à l'écrire un peu avant le début de la guerre. Donc ça c'est vraiment le premier poème du texte qu'elle a écrit. Elle était journaliste, elle était rentrée vivre à Beyrouth à ce moment-là. Elle était journaliste et un jour comme ça, elle commence à écrire ce texte sur un carnet à dessin. Et c'est après, en fait, c'est au bout du troisième poème qu'on peut voir peut-être celui-là, La nuit du non-événement. Donc ça, c'est le troisième poème du livre. Là, la guerre, elle a vraiment commencé. Donc là, ce texte, cet objet qu'elle décrit elle-même comme une poésie folle, répétitive, sur le soleil, devient l'Apocalypse arabe comme on la connaît maintenant. Donc là, on est vraiment, la guerre a commencé et les habitants de Beyrouth attendaient une frappe israélienne qui n'a pas eu lieu. Donc c'est pour cela qu'elle parle de la nuit du non-événement. Et c'est dans ce poème aussi que le Beyrouth, en fait, qu'on sait qu'on est à Beyrouth dans ce poème avec Ashrafia Hamra, donc la ville de Beyrouth qui commence à se diviser entre est et ouest. Donc là, on est vraiment on entre dans la ville de Beyrouth, et ce livre va devenir une chronique du début de la guerre, et en particulier du siège du camp de Tel Zatar à Beyrouth, qui a duré jusqu'à l'été 1976. Donc le texte a été écrit entre 1975 et 1976, mais il n'a été publié qu'après, en 1980, quand elle a quitté Beyrouth et il est venu en France. Et justement, tu disais, enfin, tu nous peut-être dire un mot sur ce motif du soleil qui est omniprésent, répétitif, scandé jusqu'à l'overdose quelque part. Tu disais qu'il y avait quelque chose
de l'ordre de la répétition recherchée, dans le côté presque comme une transe quelque part. Est-ce que pour toi ce soleil, c'est un soleil qui apparaît ailleurs dans l'œuvre d'Etel? Est-ce que c'est un soleil qui est propre à l'Apocalypse arabe? Moi, tu sais que dans mon interprétation, le soleil s'oppose aussi au pétrole. C'est un petit peu comme si le soleil était une espèce de force positive qui peut contrer la force négative du pétrole, mais c'est une vision un peu manichéenne. C'est pour ça que j'aurais envie de t'entendre là-dessus. Je pense que le soleil, c'est vraiment le soleil. La nature est très présente dans l'œuvre d'Etel Adnan en général, et là, on est vraiment dans une cosmogonie. Mais le soleil d'Etel Adnan dans ce livre, c'est le Dieu, c'est le mal, c'est le centre, c'est le feu, et c'est la fin, c'est l'explosion, c'est la bombe atomique aussi, parce qu'elle parle du nucléaire dans ce texte. Donc c'est pour cela que ce livre, il est dans son temps, mais il est aussi, il devient jamais ancien. Et je pense que c'est aussi le sacré, avec cette image du soleil qui court. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, Farouk? Est-ce que vous pouvez m'aider? Je pense que c'est le soleil qui court dans le Coran. Donc aussi, donc je pense que c'est à la puiser dans de symbolique, et la symbolique du sacré aussi, avec les dessins qui sont dans le texte. On n'en a pas parlé. Tous ces petits signes graphiques. Donc elle était Adnan et elle-même artiste, peintre, comme vous le savez. Donc on est elle est en train d'écrire sur un livre de dessin, et en discutant avec elle, elle disait que en fait c'est avant le mot. S'il faut pas essayer de traduire ces petits dessins, c'est le trop plein. C'est le mot n'est pas encore arrivé. On est avant le mot. Elle disait par exemple, là la petite barque, disait je pensais à une barque, mais c'était pas tout à fait une barque, donc je faisais le dessin qui ressemble à une barque, mais c'est pas tout à fait ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est un livre qu'on ne peut pas vraiment prononcer. Après, les dessins, ils vont commencer un peu à disparaître vers le milieu du livre, pour ne plus du tout être présents à la fin. C'est parce que les poèmes, ils vont devenir plus courts, ils vont être plus calmes. On est à la fin du siège, et il y a eu beaucoup de morts, et pendant ce temps-là aussi, elle avait eu des soucis de santé aussi vers la fin, là, l'été 76. Donc tout le rythme du livre change vers le 13e poème. Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur les signes graphiques qui auraient pu être des motifs, mais qui sont des presque motifs, ou et il y a pas un exactement élément des motifs. très important aussi, que ces motifs ils changent, parce que l'Apocalypse arabe est un livre aussi en mouvement, un peu vivant, un objet comme ça vivant. Elle l'a traduit elle-même en anglais, et elle a adapté les dessins. Après, pour les traductions arabes, il y a eu une première version qui a été traduite par le poète syrien, je crois Nazih al-Radmeh, et qui était sans l'autorisation, sans son autorisation. Elle savait pas qu'il y avait cette traduction, et il avait enlevé les dessins pour la publication dans la revue Al-Adab al-Ajnabiyya, les littératures étrangères. Puis après, c'est le poète irakien Shawki Abdel Amir qui l'a traduit avec l'autorisation et la collaboration d'Etel Adnan en 1991, et elle a adapté les dessins. Elle avait adapté les dessins pour qu'ils s'adaptent à la calligraphie, à l'écriture arabe, qui est elle-même un dessin. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu nous disais que cette dimension apocalyptique, elle vient aussi des textes sacrés. Ici, là, on voit une référence à la croix de David ni l'étoile, mais il y a d'autres types de références comme ça. Donc, ça veut dire qu'elle a puisé dans la tradition judéo-chrétienne, de la fameuse tradition de l'Apocalypse, dans la tradition judéo-chrétienne, qu'elle aurait ensuite transposée à une situation politique qui est celle du monde arabe après 67, et à mon sens aussi à partir du choc pétrolier de 73. Donc ça, c'est aussi un espèce de transfert assez intéressant des textes sacrés pour aller vers une situation qui est plus profanatrice que sacrée, mais son rapport aussi aux textes religieux,
même si le poème est très profanateur quelque part, mais il y a cette espèce de sous-texte biblique, on peut dire, ou... Absolument, absolument. Elle se cache pas, elle se cachait pas là-dessus. C'est la référence à l'Apocalypse de Jean est directe. C'est un livre qu'il avait beaucoup marqué depuis son enfance revenir à cette tradition judéo-chrétienne vient au moment donc de la perte de ville de Jérusalem au moment de la guerre de 1967, et donc un désir de retourner à cette, si on peut dire, mythologie un peu fondatrice d'un conflit, et entrer en dialogue avec ce texte. Et il y a les signes religieux, mais il y a aussi la figure de l'ange qui est très importante. Il y a les chevaux aussi qui sont très importants. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'elle prend dans le livre des Révélations, mais aussi qu'elle met en dialogue avec des éléments propres de la culture pré-islamique et islamique, la poésie, parce que l'Apocalypse arabe, oui, est en effet un livre écrit en français, mais c'est un poème arabe. Donc, il faut aussi le regarder comme un poème arabe. Je pense qu'on pourra peut-être parler avec Farouk Mardambe, qui est d'écrire en français, mais d'écrire un poème arabe ou un roman arabe, même si on écrit en français. C'est presque un dépassement même de la notion de traduction. C'est être capable de traduire une expérience aussi liée au monde arabe, même si on écrit en français. Par exemple, ce côté répétitif ou ce côté scandé peut rappeler aussi des formes écrites ou orales de l'arabe littéral ou de... La poésie, elle aimait beaucoup la poésie arabe, et un des grands regrets de sa vie, c'était de ne jamais avoir vraiment pu maîtriser l'arabe, justement à cause de l'histoire coloniale française. Elle a grandi sous le mandat français au Liban. Elle n'avait pas le droit de parler arabe à l'école et chez les bonnes sœurs, et à la maison, donc fille d'un père syrien et d'une mère grecque. La langue qu'ils partageaient tous les trois était le turc. Donc l'arabe a échappé comme ça à Etel Adnan, et elle disait qu'elle écrivait en français, mais qu'elle peignait en arabe, qu'elle dessinait en arabe, et donc c'est sa capacité sans parler la langue, mais à dessiner son rythme, à trouver ce rythme-là, et oui. Il y a un passage du texte que tu nous as offert pour le catalogue de cette exposition. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'il existe une version plus longue et plus développée de ton analyse sur l'Apocalypse arabe d'Ethel, qui est dans un ouvrage collectif qu'on a ici. Je vais le montrer rapidement, comme ça les gens pourront se plonger dans la version longue aussi. C'est un ouvrage qui s'appelle L'Apocalypse, une imagination politique, notamment dirigé par Catherine Cocchio, qui est là parmi nous, qu'on salue chaleureusement, et donc auquel Joumana a participé avec un texte encore plus développé. Et donc, bon, j'ai tiré un petit passage de ton texte que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup fait réfléchir et que je voulais un petit peu te renvoyer en ricochet. C'est le passage où tu cites aussi Jalal Toufik. Jalal Toufik, qu'on ne va pas présenter en détail ici, mais qui est un penseur contemporain, artiste et philosophe libanais, qui a aussi... Palestino-irakien né à Beyrouth. Ah pardon, pardon, c'est vrai. Et j'avais totalement oublié ça. Palestino-irakien né à Beyrouth, Jalal Toufik, dont certains textes sont traduits en français, qui a aussi publié avec la maison d'édition de Simone Fattal, Post-Apollo Press. Et donc tu le cites, mais pour aller vers une question, à mon avis, voilà, qui peut aussi le dépasser, qui peut-être nous dépasse tous. Donc je lis ce tout petit passage de ton texte. Jalal Toufik pose la question suivante. Suffisait-il que l'Apocalypse arabe soit traduit en arabe en 1991 pour être lu dans le monde arabe une fois ressuscité? Fin de citation. Ça, c'est un peu le langage de Jalal Toufik, un peu messianique, qui parle d'un texte ressuscité pour parler d'un texte qui avait une vocation arabe, mais qui n'avait pas encore été traduit en arabe, et qui a été traduit en arabe seulement 10 ans après sa première publication française. Et là, toi, tu continues et tu dis « La question nécessiterait un travail approfondi sur les différents niveaux de réception de cette œuvre depuis sa première parution en français.
Il ne s'agit pas ici de spéculer sur les effets d'une éventuelle réédition du texte en arabe qui se prêterait à une nouvelle lecture en lien avec l'actualité du Proche-Orient, mais il s'agit plutôt d'insister sur le véritable génie de cette œuvre-monde dont le sens ne cesse de se dévoiler avec chaque nouveau désastre arabe, sans pour autant que tous ces mystères ne soient jamais totalement révélés. Un très beau passage de ton texte où tu as le mérite en même temps de poser la question de la répétition du désastre arabe et donc de ce que l'apocalypse arabe convoque en termes d'éternité de la catastrophe, si je peux dire, et comment on vit et comment on résiste à l'éternité de la catastrophe. Et on pourrait penser notamment à Samir Kassir sur la question de la catastrophe arabe, etc. Tu en diras peut-être un mot. Et en même temps, tu poses aussi la question du sens qui se révèle sans se révéler entièrement. Je pense que c'est aussi lié au moment où, quand est-ce qu'on découvre l'Apocalypse arabe et quand est-ce qu'on la lit en tant qu'Apocalypse et en tant qu'on le lit en tant que livre. Moi, personnellement, j'ai découvert cette œuvre en 2012, donc on était 1 an après le début des printemps arabes et je l'ai lu sous cet angle-là, sous l'angle du sentiment du début d'une certaine défaite. Et c'est pour cela que je me suis intéressée à cette œuvre, donc ce livre et ce que j'ai appelé moi la trilogie et le génie de cette œuvre, il vient vraiment de son pouvoir à être lu de différentes manières et de différents endroits. Et c'est aussi parce que c'est une œuvre qui entre en dialogue avec le monde, qui entre en dialogue avec les religions, la philosophie, les poètes, le cinéma, la musique, la géographie. Donc il y a beaucoup de choses. Moi, en lisant ce livre, j'ai appris beaucoup de choses en fait, parce que j'ai dû aller chercher, découvrir. On apprend même sur les Indiens. Absolument, on apprend des choses sur la langue, sur des rois, sur des prophètes, il y a quelque chose d'extrêmement riche dans ce livre. Ce que tu appelles une œuvre monde, donc. Absolument. Après, je pense aussi que cette œuvre ne résonne pas de la même manière dans toutes les langues. Et je pense que c'est une œuvre qui est vraiment compliquée à traduire. Il y a une nouvelle traduction, je crois, de 2016 de Khelif et Odette, je crois, je sais pas. Une nouvelle traduction vers l'arabe. Vers l'arabe, au Liban. Je me rappelle plus du prénom de la traductrice, mais et que j'ai pas vu cette traduction, mais je pense que c'est un livre qui est difficile à traduire. Après, pour ce qui concerne la citation de Jalal Taoufik et là tu as mentionné Samir Kassir, c'est aussi un moment où parallèlement je lisais les considérations sur le malheur arabe. Farouk en parlera peut-être. Farouk Mardambek, qui était l'éditeur de ce livre. Oui, absolument, de Samir Kassir. C'était son dernier livre. Samir Kassir, pour ceux qui ne savent pas, était un journaliste et auteur libanais qui a été assassiné en 2005. Donc la question de la perpétuité du malheur arabe, chez Jalal Taoufik, le désastre arabe, chez Etel Adnan, l'apocalypse. Donc il y a quelque chose comme ça chez ce catastrophisme propre à certains intellectuels arabes qui sont francophones, anglophones, fortement occidentalisés, qui voyagent beaucoup, qui ont des identités multiples. C'est propre aussi à l'identité de ces personnes, parce que je me suis intéressée à l'œuvre, mais aussi énormément à son autrice et à cette dimension. Tu as parlé de cosmopolitisme tout à l'heure, c'était absolument ça aussi, à un moment où les Syriens commençaient à quitter la Syrie et les origines syriennes aussi des Tel Adnan, dont on parle peu, mais aussi elle représente pour moi une Syrie d'avant, d'il y a longtemps, d'avant les frontières, d'avant Sykes-Picot, d'avant Balfour, d'avant plein de choses. Et l'actualité de ce poème, je suis et je te remercie de m'avoir contacté pour le livre, parce que c'était un moment où moi je retournais à l'Apocalypse arabe avec les événements, les derniers événements à
à Gaza. J'ai ressorti le livre parce que j'avais cette phrase qui revenait comme ça: Palestine sans Palestiniens, Palestiniens sans Palestine, réfugiés sans refuge. Et ça, et la figure du Palestinien, le peuple palestinien, mais aussi le FIDA et le résistant palestinien est très très présente dans l'œuvre d'Etel Adnan, surtout pendant cette période dont on parle. Oui, c'est vraiment que le poème regorge de dimensions inattendues. Par exemple, elle fait même une espèce de critique de ce qu'on appelle aujourd'hui les pétromonarchies, dans une époque où c'était encore tout assez embryonnaire. Enfin, ce phénomène-là était encore assez embryonnaire. Elle parle beaucoup aussi du pétrole dans l'Express Beyrouth en fer, parce qu'on est en 1970, donc elle a beaucoup écrit sur le pétrole, aussi en lien avec la catastrophe arabe et la perpétuité donc de ce malheur, la colonisation du monde arabe, la destruction du monde arabe, qui de son point de vue est bien évidemment lié au pétrole, après la chute de l'Empire ottoman. Donc comment le monde arabe a été recolonisé d'une autre manière, à cause du pétrole, pour le pétrole, bien évidemment. Et est-ce que, là, on est en train de voir la conclusion. La fin. La fin, c'est le dernier fragment du poème. La nuit. Et oui, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur la nuit, justement ? La nuit, c'est aussi quelque chose de très important dans l'œuvre d'Etel Adnan. Elle écrira plus tard, bien plus tard, un long poème qui s'appelle Nuit et qu'on peut lire aussi maintenant comme une suite de l'Apocalypse arabe, parce que par rapport aussi à ses engagements, son militantisme, toutes les causes qu'elle a portées, il y a quelque chose avec l'âge, ce que j'appelle moi le style tardif, pour reprendre Edward Said, chez Etel Adnan, c'est aller vers la nuit et ce calme qu'elle chérissait tant à la fin. Par ailleurs, pour ce qui concerne les liens avec Paris, est-ce que tu as appelé donc la cosmogonie de Etel Adnan et ces éléments naturels qui se déchaînent à travers le poème? On peut rappeler qu'elle a étudié avec Gaston Bachelard la philosophie en 1949 à la Sorbonne à Paris. Oui. Il faut quand même imaginer qu'est-ce que ça veut dire d'étudier avec Gaston Bachelard, qui était vraiment un homme d'un autre temps presque, mais qui est le grand philosophe qui a pensé la terre, l'eau, cette cosmogonie justement des éléments naturels à travers la littérature, la philosophie, et peut-être, j'imagine que Gaston Bachelard a eu une certaine influence sur elle. On n'en a jamais parlé, je sais pas, mais la nature, je pense aussi, c'est sa vie aux États-Unis. Je pense que c'est les 50 ans, le demi-siècle qu'elle a passé aux États-Unis. La nature américaine est très importante dans l'œuvre d'Etel Adnan. Le mont Tamalpais, bien évidemment, qu'elle a peint des centaines et des centaines de fois. Les Indiens d'Amérique, la figure de l'Indien rouge et l'Indien brun, donc le Palestinien et l'Indien d'Amérique. Je pense que c'est beaucoup les États-Unis en ce qui concerne ce rapport avec les éléments de la nature. Écoute, en tout cas, c'est vraiment fascinant de t'entendre sur tout ça, et notamment cette idée selon laquelle l'apocalypse arabe pourrait résonner avec chaque catastrophe ou avec chaque nouveau malheur, qu'elle prendrait un nouveau sens ou une nouvelle réfraction ou une nouvelle connotation, et du coup de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut se l'approprier, ou comment on peut peut-être écrire d'autres formes d'apocalypse pour le présent, sans vouloir être trop défaitiste, justement. Walter Benjamin parlait de pessimisme, mais d'organiser le pessimisme. Oui. Donc, on peut être évidemment dans la constatation d'un certain malheur et d'un pessimisme, mais s'organiser en tant que pessimiste, peut-être pour limiter les catastrophes futures. Et en tout cas, j'ai rarement entendu quelqu'un parler avec autant de subtilité et
de richesse que tu le fais à propos de ce poème. Est-ce que par hasard tu voulais revenir sur un passage d'un autre texte d'Ethel ou Non, pas forcément? pas forcément, non, mais D'accord. c'est juste, on peut dire que voilà, la question de la guerre aussi est très l'actualité de ce poème et d'autres œuvres d'Ethel Adnan vient bien évidemment aussi de la thématique de la guerre. Elle a beaucoup écrit sur la guerre, elle a écrit sur cette guerre-là, mais aussi elle a beaucoup écrit sur la guerre en Irak. Elle a de toutes les guerres en Irak jusqu'à celle de l'invasion de l'Irak par l'armée américaine en 2003. Tu as parlé de Walter Benjamin. Elle a trouvé dans un texte qui s'appelle Le Maître de l'éclipse. Elle revient à Benjamin pour parler de l'ange de l'histoire, pour parler de la guerre en Irak. Elle parle d'un monde qui est lui-même guerre, qui est un monde qui est guerre. Donc c'est pour cela que cette œuvre elle est géniale. On peut dire qu'elle est géniale parce que même dans le texte que je pensais lire, mais là je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais juste lire une seule phrase. Avec plaisir. Donc c'est un texte qui s'appelle Être en temps de guerre. Donc c'est vivre la guerre à distance, et c'est quelque chose aussi qui est très propre à son univers, parce qu'elle vivait aux États-Unis, en Californie, elle suivait ces guerres, etc. Et donc ce texte, elle l'a écrit au moment de l'invasion de Bagdad, et elle dit: pensez déjà à la guerre suivante. Donc, elle est dans une guerre, elle voit cette guerre à distance, elle pense déjà à la guerre qui va venir, et on est toujours dans ce mouvement-là. Cette œuvre, elle est dans ce mouvement-là, le mouvement de toutes ces guerres. Merci beaucoup, Joumana. On va t'applaudir tous ensemble. Merci. Faramineux des éditions Simbad et de tous les ouvrages qui ont été édités en sciences humaines, littérature et aussi sur les artistes par les éditions Simbad et par Farouk Mardambe. Farouk est aussi un historien. Voilà, donc ce qui m'intéressait aussi en l'invitant, au-delà du fait de lui rendre hommage, et que comme Fouad, il est pour moi une grande source d'inspiration, parce que vous savez que je suis moi-même éditeur, et honnêtement, en tant qu'éditeur, c'est difficile d'avoir une plus grande source d'inspiration que Farouk Mardambe. Et en tous les cas, il est aussi historien, et c'est ça qui nous intéresse ce soir, c'est ce regard de l'éditeur et de l'historien. Et donc, à ma gauche, Fouad El Khoury, photographe, mais pas seulement photographe. Pour ceux qui le connaissent très bien, et il y a beaucoup d'amis ce soir dans la salle, évidemment, Fouad est connu comme photographe, mais en l'occurrence, il a aussi publié plusieurs livres, et pas que des livres de photographie, mais aussi des livres d'écrits, de pensée, de correspondance avec des membres de sa famille, avec ses propres enfants, avec d'immenses artistes comme Ethel Adnan, comme Huguette Callan, puisque Fouad El Khoury n'est pas qu'un photographe qui prend des photos et les expose, mais c'est aussi un photographe qui pense les images et qui repense les images et qui crée des dispositifs qui sont à la fois modestes et à la fois pleins d'émotions, pleins d'énergie, pour ce qui est de l'ordre de créer des diaporamas de photographie ou des installations photographiques et différentes formes de remise en question ou de réexploration de ses propres corpus. Et si tu me permets, Farouk, je vais peut-être commencer avec une question à Fouad avant de venir à toi. Et évidemment que, à mesure que je vous poserai des questions, il se développera aussi le dialogue entre vous deux. Mais là, par rapport à la transition avec le propos de Joumana sur l'apocalypse arabe, et par rapport au fait qu'elle nous a offert cette conclusion sur Vivre en temps de guerre de Ethel, et aussi sur le fait que l'Apocalypse arabe serait un poème qui se révèle partiellement sans révéler tout son sens, parce qu'une partie de son sens se révélera plus tard. Eh bien, ça me fait penser à une de vos phrases, Fouad, où vous dites que dans vos premières photos de la guerre civile libanaise, notamment les photos que vous prenez dès 1973-74, je crois, ou peut-être un tout petit peu plus tard, mais les premières photos que vous prenez de la guerre civile libanaise, vous dites à un endroit que très souvent, les images se révèlent à vous ou révèlent leur sens ou leur force plus tard. Et c'est aussi, je dirais, que sur votre corpus de la guerre civile libanaise, il n'y a jamais eu un livre. C'est un corpus de photos qu'on peut trouver dans plusieurs
de vos ouvrages, dans plusieurs de vos épopées photographiques. Mais est-ce que vous pourriez juste revenir sur cette idée que les premières photos que vous preniez de la guerre n'avaient pas forcément un sens immédiat, mais qu'elles pouvaient trouver leur sens plus tard, ou juste sur ce sentiment que vous aviez? J'étais parfaitement conscient que si les photos devaient tenir avec le temps, il fallait qu'elles aient une force intérieure qui leur permettrait de vivre longtemps. Et j'ai appelé ces photos, à l'époque c'était le début de cette nouvelle taxe qu'on appelait la VAT, comment on dit en français? TVA. TVA. Bon, mais c'était VAT, mais pour moi c'était Value Added Time. Donc voilà, je faisais des photos VAT. Donc là, je suis en train de montrer certaines de vos photos de la guerre civile. Évidemment, je ne vais pas vous demander de les commenter, mais j'ai choisi des photos parmi les premières que vous avez prises et qui peuvent contenir cette notion d'attente. Ce sont des photos où on peut reconnaître des aléas d'une vie sous les bombes, et bien sûr, ça c'est l'ambassade de France en ruine, et il y a beaucoup de photos de ruines dans vos premières photos de la guerre civile. D'ailleurs, vous referez aussi des photos de ruines à différents moments de la guerre civile, bien sûr. C'est la première manifestation de la guerre. Mais il y a aussi toutes ces photos avec des personnages en attente ou un peu suspendus dans le temps. Bon, là, il se trouve que ce sont des gens qui sont réfugiés pendant un bombardement et qui sont dans un sous-sol. Mais l'expression de cette femme aussi peut nous emmener ailleurs que dans le sous-sol où elle se protège des bombes, ou des personnages impromptus, ou des détails impromptus de la vie quotidienne en temps de guerre. Quand j'ai eu 18 ans, c'était 1970. Et en 1970, les avions libanais ont commencé à bombarder les camps. Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé que, avoir 18 ans et ouvrir les yeux sur la guerre, c'était pas top. Et j'ai compris que j'allais vivre dans une région constamment scandée par les guerres, que ce soit les guerres intérieures ou extérieures. Et effectivement, c'est ce qui se passe jusqu'à maintenant. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est tellement absurde. Non, il n'y a pas de mot pour qualifier ce qui se passe. Voilà. Et j'ai aussi oublié de citer certains de vos ouvrages, comme Beyrouth aller-retour, qui est un des premiers livres de photographes conteurs, dans la mesure où vous avez développé aussi une forme d'aller-retour entre le texte et l'image. Progressivement, pas dès le début de vos premières photos, mais est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce livre qui s'appelle Beyrouth aller-retour, qui propose une des formes de narration de votre corpus de photos sur la guerre civile libanaise? Je dois dire que pendant cet été-là, qui était l'été de l'invasion israélienne du Liban et donc de Beyrouth, ça s'appelait les raisins de la colère, non? Comment? Je sais pas. Les Israéliens avaient appelé cette guerre-là, celle de 82, pour essayer de traquer Arafat, les raisins de la colère. Et ils sont donc arrivés sur Beyrouth et ils ont fait le siège de Beyrouth. Et moi, j'étais à Beyrouth, j'ai refusé de m'en aller. J'aurais pu faire le choix de m'enfuir, je ne l'ai pas fait. Et donc, tout naturellement, pour ne pas rester enfermé à la maison et être mangé par la peur, je m'obligeais tous les jours à sortir et faire une photo. Et ça me permettait d'agir plutôt que de réagir. Et c'était une position bien plus enviable. Donc, j'ai en même temps, chaque fois que le danger s'invitait à la maison, parce qu'il y a eu des bombes qui sont tombées dans une partie de la maison, pour contenir la peur, j'écrivais. Et donc, à la fin, quand j'ai réussi à m'en aller, en fait sur le bateau de Arafat, mais ça c'est une autre histoire, je suis arrivé en Europe,
j'ai naturellement donné ça, les écrits et les photos, à un éditeur, et à ma grande surprise, c'était Alain Bergala et comment s'appelait son... J'oublie le nom de son... Enfin, ils étaient deux, les éditions d'Étoile. Et voilà. Et donc, ça a été le premier livre qui paraissait sur la guerre du Liban. Donc, Paris a aussi été un lieu, en tout cas, pour éditorialiser ou pour commencer cette collection d'ouvrages aussi. Sans Paris, je ne serais jamais devenu photographe pour la simple raison que la photographie n'est pas reconnue comme quelque chose d'important ou d'utile à la société dans nos pays, enfin, les pays arabes. Jusqu'à maintenant, la peinture, la photo ne sont pas du tout reconnues comme des choses utiles. Deviens médecin, deviens architecte, deviens homme d'affaires, mais pas photographe. En tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'avais sélectionné aussi cette dernière photo de la série de la guerre civile, qui s'appelle Jocelyne au théâtre. Oui. Mais c'est quelle Jocelyne? Jocelyne Saab était une amie. À un moment, elle voulait faire un film. C'était quelques jours avant l'invasion israélienne. C'était fin mai 1982. On ne savait pas que les Israéliens allaient rentrer. Et elle voulait faire ce qu'on appelle du repérage dans Beyrouth. Et elle m'avait demandé d'être avec elle. Donc, j'ai fait des photos de Jocelyne et pour elle et d'elle. C'est très beau de voir cette présence microscopique, mais en même temps, elle irradie un peu cette image nocturne à l'intérieur d'un théâtre. Et il y a un film de Jocelyne Saab qui s'appelle Lettres de Beyrouth, qui fait aussi partie de l'exposition dans la même salle où se trouve votre diaporama de photos en dialogue avec l'Apocalypse de Ethel. Donc je vais revenir vers vous de nouveau, Fouad, dans quelques instants. Je me tourne vers Farouk, que je remercie encore pour sa présence. Vous restez avec nous, Fouad, hein. Et donc, oui, vous restez. On continue le dialogue. Et donc, je me tourne vers Farouk, que je remercie encore pour sa présence, qu'on voit ici dans son bureau en 2017. Et donc, une image très belle de vous en plein travail, avec tous les dossiers sur le bureau. C'est en même temps un bureau, mais ça pourrait être une librairie aussi, parce qu'on a tous les titres de Simbad qui s'accumulent sur les étagères. Alors, évidemment, je me suis amusé à zoomer pour essayer de reconnaître les couvertures de livres, les écrits sur l'exil de Edward Saïd, je crois les textes de Salam Kawakibi ou d'autres de cette espèce de bibliothèque ou librairie arabe parisienne. Est-ce que finalement vous pourriez tout simplement commencer par nous raconter qu'est-ce qui vous a amené à cet héritage des éditions Simbad que ensuite vous avez tellement fait fructifier et que vous avez tellement développé, parce que donc Simbad avait une vie avant vous, et comment vous avez été sollicité, et tout simplement, et comment cette aventure a commencé finalement. Et aussi, est-ce que vous étiez déjà à Paris depuis longtemps quand cette aventure a commencé, ou voilà. Ok. Donc moi, je suis arrivé à Paris fin 65, et les éditions Simbad ont été fondées en 1972 par Pierre Bernard. À l'époque, il n'y avait pratiquement pas de traduction, il n'y avait pas un mouvement de traduction de la littérature arabe en français. Je crois que sur le marché, on ne pouvait trouver que 2 titres d'écrivains égyptiens très connus de premier plan, Journal d'un substitut de campagne de Tawfiq Hakim et Le Livre des Jours de Taha Hussein. Et Pierre Bernard, qui était un typographe, un jeune typographe qui était très marqué par la guerre d'Algérie, avait décidé justement de fonder cette maison et de commencer par publier. Le grand nom de la littérature arabe à l'époque était Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz n'était pas traduit en français à l'époque, ni dans d'autres langues européennes. Du coup, je montre juste la photo de vous avec Naguib Mahfouz. Ok. C'était là, au Caire en 1999. Bon, mais ce titre, Passage des miracles, de Naguib Mahfouz, traduit en français donc en 70 et puis réédité en 72, et qui a été le premier qui a inauguré le moment de traduction de Naguib Mahfouz en France, qui a précédé les traductions de Naguib Mahfouz dans d'autres langues européennes qui n'ont commencé qu'après son obtention
du prix Nobel en 1988. Donc, Pierre Bernard a donné à traduire, il n'était pas arabisant, mais il a donné à traduire des ouvrages classiques arabes, de la poésie et de la prose, et aussi il a eu la main heureuse, il a publié de grands noms de la littérature arabe contemporaine, déjà comme Tayyib Saleh, comme Sonallah Ibrahim, etc. C'est-à-dire, il faut dire qu'il a été bien conseillé par le regretté Abdelwahab Meddeb, qui a travaillé avec lui, par l'écrivain tunisien Abdelwahab Meddeb à l'époque, auquel il faut rendre hommage aussi quand on parle des éditions Sinbad. Il se fait que j'étais à l'époque, moi, bibliothécaire à l'Institut des langues orientales, et donc j'étais dans le livre, et je collaborais, je connaissais bien Pierre Bernard, je suivais son travail. En 1992, les éditions Actes Sud ont lancé une collection de traductions de l'arabe sous le titre Mondes arabes au pluriel. Et j'ai pris la direction de cette collection après mon ami González Quijano. Et quand Pierre Bernard est mort en 95, Actes Sud a racheté Sinbad et m'a proposé de la diriger. Et voilà, et ainsi je suis devenu éditeur, alors que je rêvais peut-être à devenir éditeur un jour, mais bon, c'est pas grave. C'est le hasard, quoi. C'est par hasard que j'étais devenu bibliothécaire déjà, et par hasard que j'étais devenu aussi éditeur. Tout simplement. Et c'est très beau de vous voir sur cette photo avec Naguib Mahfouz. Il y a même un geste assez beau dans vos mains, dans cette photo, ce qu'on appelle un jeu de main. C'est-à-dire qu'on a l'impression que son bras gauche pourrait être votre bras droit. Et c'est un phénomène qu'on retrouve dans les peintures de Maillot, ce peintre gréco-égyptien qu'on a dans l'exposition. Vous me disiez qu'il n'entendait pas très bien, c'est ça? Il fallait lui parler fort? Tout à fait, il fallait parler fort à l'oreille. Et il avait le salon de la Foire du Livre du Caire, c'était en janvier 99. Je l'avais rencontré 2 ans avant aussi, sur la péniche où il recevait ses amis. Et là, j'avais une question à lui poser concernant la traduction de son œuvre dans les langues européennes. Ma question était justement sur la trahison par les traducteurs du texte original. Je lui ai posé la question, bon, si je vous dis que j'ai envie de vous trahir, là, on avait traduit un roman de lui qui s'intitule Le Mendiant, à Shahad. Et la traductrice, qui est une amie, a collé au texte. Et moi, j'avais envie de gommer des choses, de contourner certaines choses, etc. Et je lui dis, est-ce que tu me permets de faire ça? Il m'a dit, non, ce n'est pas que je te permets, je t'en supplie, fais-le. Toi, tu travailles pour le public français. Moi, je l'ai écrit en arabe. Chaque langue a son génie, ça. Bon, donc il faut me trahir. Bon, cela m'a tranquillisé. Et finalement, le livre a été un succès. Il s'est bien vendu. Et puis, on l'a sorti en poche comme tous les autres livres de Mahfouz. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, en parallèle de cette photo où on vous voit en conversation profonde avec Mahfouz, on a aussi le portrait réalisé par Fouad El-Khoury du même écrivain, qui est forcément un écrivain mythique pour le monde arabe, où d'ailleurs toute son expression aussi fait penser à l'image précédente. Mais vous voulez, Fouad, nous dire un mot sur Mahfouz? Oui, là, il n'était pas encore Nobel. Il était beaucoup plus... il n'était pas du tout connu à l'époque. Je me rappelle que quand il a reçu le prix Nobel, tout le monde cherchait sa photo. Et ce soir-là, j'ai dû gagner énormément d'argent parce que j'étais le seul à avoir sa photo. Je vous en prie, Farouk, si vous voulez continuer. Non, je veux dire que Mahfouz est une pyramide, quoi. C'est une œuvre colossale. Et plus le temps passe, et plus il est respecté,
reconnu et respecté par tous les écrivains arabes. À un moment donné, on disait, voilà, c'est Mahfouz, c'est le Balzac des lettres arabes ou le Zola des lettres arabes, littérature réaliste ou naturaliste, etc. Et puis, on a vu que Mahfouz, dans les années 70, a fait un bond avec Le voleur et les chiens, et puis les autres livres de ces années 60. Et puis, chaque nouveau livre, il expérimentait, il allait dans une voie nouvelle. Et jusqu'à la fin de sa vie, moi, j'ai découvert, il y a 3-4 ans, par exemple, un roman que je connaissais pas. Il y a un ami qui m'a dit, tiens, il faut lire ce roman qui est très différent de Mahfouz. Et en effet, je le lis et je trouve qu'il a devancé beaucoup de jeunes écrivains dans le roman à plusieurs voix ou à plusieurs narrateurs, etc. Il a été vraiment défié, il se sentait comme défié par les jeunes écrivains, surtout cette génération des années 60 en Égypte qui a renouvelé le roman arabe, et il voulait leur montrer qu'il était capable de faire comme eux et mieux qu'eux aussi, et il le faisait. Bon, donc c'est vraiment un très grand nom, et je crois que d'ailleurs là maintenant j'ai reçu l'un des derniers romans de Mahfouz qui n'a pas été traduit en français, et j'ai envie de le traduire pour l'année prochaine, quoi. Voilà. Génial. Farouk, vous m'avez fait aussi l'amitié de m'envoyer cette photo de Mahmoud Darwish et vous-même à Paris. À Paris. Donc, parce que je crois que Mahmoud Darwish est arrivé autour de 1982 à Paris. Il est arrivé il est arrivé après l'invasion, justement, après l'invasion israélienne du Liban. Il est venu, il devait partager son temps entre Paris et Tunis, puisque les Palestiniens ont été déplacés vers la Tunisie, et il s'est installé d'une certaine manière à Paris à partir de 83. Il est resté jusqu'à 95. Et puis, il ne cessait de revenir à Paris régulièrement jusqu'à sa mort en 2008. Voilà. Là, c'était un moment où vous étiez à un colloque ou vous étiez dans... Là c'était à l'Institut du monde arabe. Ah. Il y avait quelque chose qu'on avait appelé le comité culturel consultatif. Il en faisait partie, et voilà. Et il faut mais nous étions très, très amis, vraiment. Et ça nous permet de dire aussi que, Farouk, vous étiez devenu très tôt un conseiller culturel et politique de l'Institut du monde arabe. Pas politique, conseiller culturel. Culturel, pardon. Voilà. D'accord. Conseiller culturel de l'Institut du monde arabe. Où vous êtes resté un certain temps à l'Institut du monde arabe. 20 ans, de 89 à 2008. Mais surtout, en 1981, nous avons lancé la revue d'études palestiniennes à Paris. Et vous-même, Elias Sambar, c'est ça? C'est ça, avec Elias Sambar. Et en 83, il y a justement Samir Kassir qui est venu, qui nous a rejoints. Il était le plus jeune, et il est devenu rapidement secrétaire de la rédaction de la revue. Il est resté secrétaire de rédaction jusqu'à son départ à Beyrouth en 95. C'est dans la revue d'études palestiniennes qu'a été publié le fameux texte de Jean Genet, 4 heures à Shatila, sur la découverte du massacre du camp de Sabra et Shatila. Absolument. On a eu le texte grâce à Leïla Shahid, qui était avec Genet à Beyrouth pendant le jour du massacre, quoi, et qui est entré dans le camp avec lui, et donc il nous a amené ce texte absolument extraordinaire, et qui a été développé plus tard, comme on le sait, dans un ouvrage, l'un des plus beaux de Genet, quoi. J'en profite pour montrer une des photos de Fouad El-Khoury du camp de Sabra et Shatila. Ça, c'est une photo que j'ai prise quelques jours après le massacre. On avait déjà enterré tous les corps, donc le massacre a eu lieu pendant 3 jours. 2 jours après, j'ai été au camp et j'ai fait cette photo d'un jeune homme à bicyclette qui tire une mule. Et derrière, les 2 immeubles qu'on voit qui se détachent de l'horizon sont les 2 immeubles sur lesquels étaient présents les Israéliens. Quand je dis les Israéliens, c'est toujours l'armée israélienne qui guidait les milices chrétiennes dans le camp.
Donc, elle ne pouvait pas ne pas voir et ne pas savoir. Et donc, par ailleurs, je me permets de refaire un parallèle par rapport à Mahmoud Darwish, puisque Fouad, vous avez fait toute une série de portraits des écrivains arabes exilés à Paris, notamment dans les années 80, qui fait tout à fait écho en fait au travail de Farouk avec la majorité de ces écrivains qui ont été édités chez Simbad par la suite. Je voulais juste, si vous voulez nous dire un mot sur cette photo de Mahmoud Darwish, dont vous faites un portrait assez allégorique, parce qu'il est réfugié à Paris, et en même temps, il y a cette division de l'espace entre la terrasse et l'intérieur qui fait comme s'il était là sans être là. C'est très intéressant. Je suis arrivé à Paris donc en 83, et après une année assez difficile, parce que c'est jamais facile d'arriver en France ou à Paris sans rien connaître, à part la langue. Et donc voilà, il a fallu une année pour que je puisse me réfléchir à ce que je pouvais faire. Et en tant qu'arabe, j'ai vite rencontré Pierre Bernard dont parlait Farouk, et c'est avec lui que j'ai imaginé photographier tous les écrivains arabes qui passaient à Paris. Ils n'étaient pas tous exilés, certains étaient de passage, certains avaient décidé de venir vivre ici, mais l'exil implique quand même d'être chassé de chez soi. C'est pas forcément le cas. Et voilà, donc j'ai rencontré Mahmoud Darwish. Je n'imaginais absolument pas le voir dans cet intérieur, même si c'était un appartement loué place des États-Unis. Rien que l'adresse plus l'intérieur ne faisait absolument pas penser à lui. Et voilà donc pourquoi je l'ai sorti du cadre. Merci Fouad. Il y a d'autres portraits de cette série. Ah, lui, c'est Albert Kosri dans sa chambre d'hôtel. Albert Kosseiri, oui. Et il a quitté l'Égypte, voilà. On pourrait dire qu'il est exilé, mais c'était lui qui, en tant qu'écrivain de langue française en Égypte, a décidé de venir en France. Et il s'est pas embarrassé de chercher un appart. Il a été à l'hôtel Louisiane, dans le 6e, et il y est resté jusqu'à sa mort, dans la même chambre. Et donc, je l'ai photographié là. Vous l'avez connu, Farouk, à ce moment-là, Kosri Oui, et on l'a invité une ou deux fois à l'Institut du monde arabe, d'ailleurs. J'ai été dans ce qu'on appelait le café littéraire. C'était un personnage extraordinaire, avec un humour. De faire dans tous ses livres l'éloge de la paresse, c'est quand même génial. Parce que moi, je trouve que les gens qui savent être paresseux sont quand même de grands hommes. Et on a aussi dans toute cette série des écrivains photographiés par Fouad, il y a aussi Kateb Yassine, et je sais que Kateb Yassine vous tient très à cœur à tous les deux. Parce qu'il a écrit ce roman qui est absolument magnifique, Nejma, qui est, moi j'estime, un des plus grands romans du monde arabe, avec peut-être Le Pain nu et certains autres que j'oublie là tout de suite. Mais oui, Kateb Yassine est très imposant. Il y a beaucoup de livres de Kateb Yassine dans le catalogue de Sinbad, ou alors il résistait à la célébrité de l'écrivain arabe en France? Non, il publiait aux éditions du Seuil. C'était son éditeur. Mais après sa mort, il y a une chercheuse française, Jacqueline Arnoux, qui a réuni des textes inédits de Kateb Yassine depuis ses premiers poèmes après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et des premières couches, si l'on peut dire, de Najma et du Polygone étoilé, des autres livres de Kateb Yassine, dans un très beau livre qui s'intitule L'œuvre en fragments, qu'on a réédité d'ailleurs 2-3 fois. Bon. Il faut aussi dire que Kateb Yassine, comme Frantz Fanon, comme d'autres figures, sont des figures qui sont constamment revisitées à différentes époques. Aujourd'hui, il y a par exemple un ouvrage qui s'appelle « Rester barbare » de Louisa Yousfi, qui est un livre qui a fait grand bruit dans la pensée décoloniale contemporaine, et l'idiome « Rester barbare » est aussi un fragment emprunté à une citation de Kateb Yassine.
J'avais aussi une question, Farouk, et bien sûr, elle s'adresse aussi à Fouad. C'est une curiosité personnelle. C'est le fait qu'à partir de la guerre de juin 67, et notamment aussi, je dirais, à partir du choc pétrolier de 73, il y a ces conflits en chaîne, ou ces guerres qui commencent à s'enchaîner, et on parle parfois dans l'historiographie d'une dépression de l'intelligentsia arabe, ou comme si les artistes, en tout cas dans les arts visuels, on décrit souvent ce moment de crise post-67 et encore plus avec le choc pétrolier comme un moment où la visibilité des peintres arabes va diminuer, contrairement aux années 50-60 où ils étaient encore beaucoup mis en avant comme on le montre dans notre exposition. Est-ce que ce côté traumatique, dépression collective, le trou noir post-67 ou des années 70, qu'on peut quand même justifier et voir dans les arts visuels, est-ce que c'était la même chose dans la littérature ou est-ce que, au contraire, les années 70 sont un moment de vitalité de la littérature arabe? En fait, il y a eu, après 67, deux mouvements parallèles sur le plan politique, sur le plan social. D'un côté, la critique radicale des régimes en place, la volonté de renouvellement, la mise en cause de la tradition, et d'où d'ailleurs à l'époque la popularité du marxisme sous toutes ses formes. Bon, après 67, des mouvements politiques sont nés dans le monde arabe et on a assisté vraiment à une... Je veux dire, on était au diapason de ce qui se passait dans le monde. Dans le monde, il y avait le Vietnam, dans le monde, il y avait Cuba, dans le monde, il y avait la révolution culturelle en Chine, il y avait la classe ouvrière en Europe qui était et le mouvement syndical qui était très puissant, et puis le mouvement étudiant, bien sûr, dans le monde entier. Bon, vous ne pouvez pas imaginer qu'un événement comme mai 68 a eu un retentissement dans le monde arabe qu'on ne voit pas nécessairement dans des écritures comme ça. Mais pour beaucoup de jeunes, ils entendent parler de mai 68 comme un mouvement exceptionnel, comme ils ont entendu après sur le mouvement tragique, malheureusement, des mouvements étudiants au Mexique ou ailleurs. Bon. Et il y a des choses d'ailleurs qu'on ne connaît pas ou dont on ne parle pas, c'est qu'au même moment, il y a eu aussi le même mouvement étudiant contestataire en Égypte, en 68 aussi. Bon. Et qui contestait, pas n'importe qui contestait Nasser. Bon. Et parallèlement à cela, après 67, on a assisté aussi au développement de ce qui sera plus tard l'islamisme militant. Bon, c'est-à-dire à partir du fait qu'on a dit voilà, la défaite est là, la défaite de 67, donc l'occupation du Sinaï, de la Cisjordanie, de Gaza, du Sinaï et du Golan syrien, et qui était un choc extraordinaire, bien sûr, pour tous les Arabes. Et les mouvements islamistes ont profité, qui étaient minoritaires, ont profité pour une critique aussi radicale et du nationalisme arabe et de la gauche, etc. Donc il y a eu ces deux moments dans la jeunesse. Il n'y a pas encore beaucoup d'études, à mon avis, sur ce moment extraordinaire de renouveau de la pensée et de la vie politique dans le monde arabe. C'est-à-dire entre 67 et 73, la date de la guerre d'octobre. Le choc pétrolier dont vous parlez est venu après la guerre d'octobre. Et à mon avis, à l'époque, les pays pétroliers n'ont pas été très attractifs pour les intellectuels arabes. Mais ce qui n'est pas le cas, malheureusement, je dis malheureusement, à partir des années 90. À partir des années 90, on peut dire que la vie culturelle dans le monde arabe est rythmée par les pays du Golfe aujourd'hui. C'est-à-dire les Émirats arabes unis, par exemple, avec leurs prix, avec les prix très généreux qu'ils donnent chaque année. Bon, le prix du Cheikh Zayed, bon, qui donne prix de $200 000, le prix du roman arabe qui est à 50, 60 000 $, etc. Tout cela a fait que
ces pays-là, avec leurs moyens financiers énormes, les éditeurs partout dans le monde arabe attendent la foire du livre, par exemple, de Riyad, la foire du livre de Sharjah, dans les Émirats, parce que c'est là que ça se passe, c'est là que les livres se vendent vraiment, et c'est là que les prix sont donnés, ces fameux prix, etc. Alors, est-ce que cela a été bénéfique pour la culture arabe ou non? La réponse est certainement complexe. D'un côté, non, d'un côté, il y a eu par exemple, le développement ces dernières années du roman arabe est très lié aux prix qui ont été donnés surtout à ce qu'on appelle le Booker Prize, le International Prize for Arabic Fiction. Bon, et c'est sûr que tous les éditeurs publie beaucoup de romans en imaginant pouvoir gagner le prix et ainsi vendre beaucoup de romans, etc. Et c'est le cas des auteurs. On n'a jamais assisté à autant de vocations de romanciers dans le monde arabe. Tout le monde veut écrire un roman maintenant, qu'il soit romancier ou non. Chacun veut écrire sa propre histoire et la prendre pour un roman. Fouad, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Que ce soit pas... Là, on parlait du champ littéraire et je me permets ces espèces de sauts entre vous deux, parce que pour moi, vous êtes un des photographes qui produit des images aussi, qui raconte des histoires ou qui fait des images qui ont une forte capacité narrative. Et je voulais en venir après à votre suite égyptienne, parce qu'à mon avis, la suite égyptienne, c'est une de vos séries qui montre à quel point vos images parlent, presque à la manière vraiment d'un narrateur, mais dans la photographie. Mais au-delà de ça, est-ce que vous voulez réagir à cette problématique de savoir si la situation post-67 et années 70 a été une espèce de dépression collective pour l'intelligentsia et les artistes arabes, ou si, au contraire, vu ce dynamisme des révolutions anti-impérialistes et de cette révolution mondiale, finalement, est-ce que vous aussi, vous avez senti cette énergie, paradoxalement, des années 70, ou plutôt son côté dépressif, je ne sais pas. Comme je le disais, en 67, j'avais 15 ans. En 68, j'avais 16 ans. Et donc, j'ai pris conscience de tout ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu le discours de Nasser qui voulait se retirer en 67. Là, j'étais très conscient de ce qui se passait, mais ça restait loin. Et quand vous parlez d'abord du monde arabe, il y en a trois, il n'y en a pas un. Ce qui se passe en Afrique du Nord, c'est pas la même histoire que ce qui se passe au Moyen-Orient, et c'est pas la même histoire que ce qui se passe en Irak et dans le Golfe. Donc il y a trois situations assez différentes, je dirais. Peut-être que qu'en littérature c'est pas le cas, mais en tout cas pour la politique c'est très différent. La deuxième chose, c'est que moi je ne peux pas être conscient de cette dépression parce que j'étais trop jeune. Est-ce qu'on peut du coup aussi venir... Ça, c'est s'il y a eu dépression. Oui, absolument. Je voulais, pour aller vers la fin de cet échange, mais qui va se prolonger avec les questions du public ou les questions que vous pourriez avoir l'un pour l'autre, en montrant 3 images d'une autre série que vous avez réalisée, encore un autre corpus photographique magnifique qui a aussi connu plusieurs vies, même si vous l'avez publié, on peut le retrouver sur votre site internet. Donc c'est cette fameuse série qui s'appelle Suite égyptienne. Chez Actes Sud. Et en plus, c'est publié chez Actes Sud, donc ça nous fait bien sûr un lien direct. Et alors, pourquoi cette série continue à nous toucher autant? Vous voyez déjà, nous, dans notre exposition en haut, l'Égypte a un grand rôle. On montre tout un côté de l'amitié franco-égyptienne qui pouvait aussi servir de levier contre la colonisation britannique, qui renforçait encore plus l'amitié franco-égyptienne. Et par exemple, ici, vous avez pris un prétexte, c'est peut-être plus qu'un prétexte, qui est le voyage de Gustave Flaubert et Maxime Ducamp en Égypte, donc une espèce de récit presque orientaliste, quoi, du 19e, de la littérature française du 19e, dont vous prenez prétexte pour vous-même recréer une suite égyptienne, quasiment comme si vous étiez sur les pas de Flaubert et Ducamp, avec une acolyte qu'on voit sur la plupart des photos de cette série, aux abords des pyramides,
à côté de des ruines pharaoniques ou dans des puits de lumière comme ça qui apparaissent avec ce personnage toujours bien placé et que vous semblez suivre. Bon, c'est une série qui est magnifique parce que, un petit peu comme on a essayé de le montrer dans l'exposition, l'héritage et le patrimoine archéologique égyptien, on peut le voir d'une manière très passéiste, mais on peut aussi le voir d'une manière très contemporaine. Et on a vu aussi que beaucoup des pionniers de l'art moderne égyptien, comme Mahmoud Mourtar, Mahmoud Saïd, utilisaient le patrimoine archéologique égyptien pour produire une espèce de discours nationaliste moderne. Alors oubliez tout ce que je viens de dire et parlez-nous juste de votre amour pour l'Égypte. Oui, ça c'est contemporain ou non? C'est une série que vous avez fait à la fin des années 80, si je ne dis pas de bêtises, la suite égyptienne. C'est ça? Oui, oui, oui. Et donc, du coup, bien sûr que c'est contemporain. De toute façon, vous êtes à côté de nous et vous êtes là et vous respirez, donc c'est contemporain. Ok. Mais ce qui est génial, c'est de voir à quel point ce patrimoine archéologique égyptien peut prendre des nouvelles vies, des nouvelles formes, il peut se prêter à un reportage photo romanesque et en même temps, je le vois comme un travail fictionnel, cette série. C'est le seul travail que j'ai fait qui était absent du contexte politique dans lequel je vivais. Pour tous les autres travaux que j'ai faits, ils étaient avec une conscience politique très forte. Celui-là, c'est comme des vacances. J'avais reçu un peu d'argent de la Bibliothèque nationale, comme la BNF, et donc je me suis dit que ça serait bien de passer une année en Égypte, exactement comme Flaubert et Maxime Ducamp qui y ont passé 1 an, et avant de repartir au Liban. Et j'ai été donc les mêmes mois et de la même façon, en suivant pas à pas toutes les villes et les villages où ils ont été. Et il y a une photo que je trouve très forte, mais je ne sais pas si vous l'avez, c'est une photo d'un village qui était plus qu'un village, une toute petite ville qui s'appelait Souaïda et qui a été mangée, quand je l'ai trouvée, elle était déserte et mangée par des fourmis rouges, m'a-t-on dit. Et c'est là que ce personnage qu'on voit régulièrement s'est mis à courir à travers les ruines et j'ai fait une photo d'elle. Et donc j'ai été effectivement partout. Je lisais le livre de Flaubert, je me rendais compte des endroits où il avait été. Parfois je cherchais longtemps avant de le trouver, mais j'ai effectivement sillonné l'Égypte à la recherche des pas de Flaubert. Et parfois c'était dur parce qu'on se retrouvait dans des endroits où il n'y avait pas d'hôtel, où on vivait chez les gens, comme lui l'avait fait 150 ans plus tôt. Et à un moment, il dit quitter les gens avec qui on a passé 2-3 jours, c'est très dur. Et on leur promet qu'on va revenir, alors qu'on sait qu'on va jamais revenir. Et j'ai prouvé la même chose. Je voulais les rassurer en leur disant on va revenir. C'était très bien chez vous et je savais très bien que je ne reviendrai pas. Et vous n'êtes jamais retourné en Égypte? 81 seule fois. Mais c'était devenu beaucoup plus le règne de l'arbitraire avec Sisi qui venait de prendre le pouvoir. Et j'avais véritablement peur d'être arrêté pour aucune raison. Merci beaucoup, Fouad. Merci beaucoup, Farouk, pour votre générosité.